communication d'Isabelle Limousin, hein, qui est conservateur au musée Picasso et bien qui est très, très investie sur les questions de l'imaginaire, hein, puisqu'on la retrouve dans de nombreux colloques sur ces questions-là. Et donc elle va nous parler d'un événement fondateur, donc l'exposition au musée des arts décoratifs à la fin des années 60. Bonjour à ceux que je n'ai pas encore croisés aujourd'hui. Effectivement, je vais vous parler de l'exposition science-fiction qui s'est tenue au musée des arts décoratifs à Paris en 1967-68. Le 28 novembre 67 ouvre au musée des arts décoratifs de Paris l'exposition science-fiction. Elle est la première consacrée à ce sujet dans une grande institution française, parisienne de surcroît. Elle est restée unique. Cette manifestation naît sous les meilleurs auspices. Son concepteur est Harald Zeman, figure mythique de l'art contemporain, et le directeur de l'établissement qui la reçoit est François Maté, conservateur paradoxalement audacieux. Parmi ses contributeurs figurent Pierre Versin, prêteur d'une partie de sa collection, ainsi que Gérard Klein, auteur du fameux texte intitulé « La science-fiction est-elle une subculture ?» De cette manifestation éphémère reste aujourd'hui un catalogue et des archives conservées principalement au musée des arts décoratifs et à la Maison d'Ailleurs, explorées pour cette intervention. À plus de 40 ans de distance aujourd'hui, je me suis penchée sur cette manifestation consacrée à l'ASF en tentant de comprendre plusieurs choses. Comment s'est construit ce projet d'exposition? Qui ont été ses acteurs? Comment a-t-elle été conçue? Quels ont été ses enjeux et ses partis pris? Quelle a été sa réception par la presse et par le public? Quel est aujourd'hui son héritage? Mais je me suis aussi interrogée sur les raisons de cet unicum. Pourquoi n'y a-t-il eu qu'une seule exposition consacrée à l'ASF en France? Cela tient-il à la nature de l'institution muséale ou à la nature du sujet traité? Plus largement, en étudiant cette exposition, la question devient pourquoi et avec quel projet peut-on présenter la science-fiction au musée? Le préambule du catalogue, et je vous montre là à l'écran la couverture du catalogue de l'exposition, le préambule du catalogue, non signé mais que l'on peut attribuer à Harald Zeman, le commissaire de l'expo, éclaire le projet de l'exposition. Je lis. Le but de cette première exposition générale de science-fiction est de dresser l'inventaire des formulations et représentations d'un avenir proche ou lointain, possible ou impossible, sorti de l'imagination des hommes de toute époque et de différentes provenances ou métiers, de l'artiste et de l'écrivain, du scientifique, du technicien et du sociologue, du dessinateur et de l'illustrateur, du metteur en scène, du producteur de jouets, de l'éditeur, du collectionneur, même de groupes comme clubs, sectes, associations. Science-fiction n'est pas une exposition d'œuvres d'art. Il n'y a pas un art science-fiction comme il y a actuellement un art cinétique, mais la démonstration d'un phénomène littéraire, artistique, sociologique et avant tout populaire, qui peut se manifester partout et sous n'importe quelle forme. Le ton est donné, aucune limite, qu'elle soit temporelle, spatiale, catégorielle ou intellectuelle, n'est donnée à ce projet, si ce n'est son sujet. La science-fiction n'est pas définie, mais, je cite de nouveau, elle peut se manifester partout et sous n'importe quelle forme. Ces derniers termes sont en gras dans le texte. Le visiteur du musée des arts décoratifs peut s'attendre à une exposition tous azimuts, dégager des attendus élitistes du musée. Contrairement à la plupart, celle-ci ne se limite pas à la présentation d'œuvres d'art, mais offre au regard tout type d'objet pouvant servir son propos. Elle ne se consacre pas à l'exploration scientifique d'un sujet classique, mais à celle d'un, je cite, phénomène populaire. Fait intéressant, le musée qui reçoit l'exposition est celui des arts décoratifs, logé dans le pavillon de Marsan, au Palais du Louvre. Sa collection est essentiellement composée d'objets d'art, non pas d'œuvres, comme son voisin prestigieux, mais d'objets extraits du quotidien par leur qualité. Ce musée, placé au cœur du monde de l'art par sa localisation, est en fait à la marge par sa destination. Au-delà des déclarations d'intention, que trouve le visiteur de cette exposition? Je cite de nouveau le préambule du catalogue.
À défaut d'une iconologie générale science-fiction, la présentation de ces quelques 3000 objets et documents reste très proche des champs de production. Il y a une salle littérature avec l'histoire de la science-fiction à travers les temps, les auteurs, les éditeurs, la divulgation dans le monde. Une salle cinéma avec photographie et affiches qui sera complétée par un programme de films au mois de janvier, une salle bande dessinée, une salle jouets et jeux, une salle peinture et objets. Il y a aussi des panneaux voués aux robots, aux soucoupes volantes, à l'humour, où souvent anticipation, science-fantasy et science-fiction se côtoient, où la réalisation artistique isolée fait place à l'environnement et à la masse des documents, où l'esthétique cède à la réalité populaire. L'exposition, on l'a compris, présente donc un grand nombre d'objets exposés dans 5 salles de l'espace principal du musée situé en haut de la somptueuse volée d'escalier, aujourd'hui appelée la Nef, selon les informations fournies par Gérard Klein. Si le catalogue ne nous aide pas à préciser le contenu de chaque salle, pas plus qu'un plan tracé à la main par François Maté, que je vous montre. Voilà, vous voyez un plan donc de l'exposition, et je pense un plan qui dépasse l'aménagement véritablement des salles du musée des Arts Déco, puisque vous voyez en haut à droite des chiffres qui correspondent à la peinture, si je lis bien, l'assurance, le transport, plus loin le cinéma, l'installation, l'électricité, le catalogue. En fait, vous avez le budget de l'exposition qui figure avec ce plan tracé à la main. Donc ce plan de l'exposition ne nous aide pas véritablement à comprendre comment a été organisée l'expo. En revanche, le communiqué de presse nous donne quelques pistes. En salle 1, littérature. Littérature et bande dessinée, histoire de la SF, sa divulgation dans le monde, les auteurs et les éditeurs spécialisés. On y trouve des planches originales de Barbarella, Lon Sloan, Pravda, Les naufragés du temps. Les ouvrages présentés proviennent principalement de la collection Pierre Versin, Martine Thomé et du club Futopia à Lausanne. En salle 2, cinéma. Méliès, Fritz Lang, Karl Zeman, Joseph Losey, Jean-Luc Godard, Pierre Cast. Projection, photographie, affiches, photos de scènes et diapositives de Barbarella, film réalisé par Vadim et Forest. Les documents présentés dans cette salle ont été prêtés par la revue Midi Minuit Fantastique. Les affiches sont issues de la collection de Grotte. Des projections de films sont organisées avec la Cinémathèque, ainsi qu'une mystérieuse programmation film diapositive avec effet lumière, comportant des films de science-fiction. Donc là, vous voyez à l'écran la liste des cartons qui sont arrivés au musée des Arts Décoratifs. Et dans ces cartons, il y avait donc les objets qui provenaient de la collection de Pierre Versin. Il y avait 27 cartons, donc un volume d'objets assez important. Et là, vous avez les courriers qui ont été adressés par François Maté à Henri Langlois, à la Cinémathèque française, pour organiser la programmation de films de l'exposition. Donc ces archives proviennent du musée des Arts Décoratifs. Salle 3, bande dessinée. Là, je suis désolée, je n'ai aucune précision à apporter au contenu de la salle. Salle 4, jouets et jeux. Bataille interplanétaire, robots, monstres japonais, jeux de famille, les astronautes de l'espace, la Batmanie, animation audiovisuelle. Salle 5, œuvres d'art et objets. Œuvres de Rancillac, Héros, Martial Reiss, la lampe d'Agam, le manipulateur de Piotr Kowalski, les amants de Takis, la cabine à conditionnement de Hans Walter Müller, les reflets liquides de Liliane Lynn, et enfin les panneaux consacrés aux robots, aux soucoupes volantes, à l'humour, à la mode. Alors là, je voudrais qu'on s'intéresse plus précisément aux œuvres d'art présentées dans l'expo. Le commissaire Harald Zeman a effectué un choix de création réalisé par des artistes contemporains français et étrangers, pour la plupart actifs à Paris dans les années 60. Bernard Rancillac et Héros appartiennent au groupe d'artistes réunis sous la bannière de la figuration narrative. Héros fait partie du groupe des nouveaux réalistes. Un courrier nous permet d'apprécier l'œuvre d'Héros qui était présentée. Donc ce courrier en fait état d'un dégât sur l'œuvre pendant l'exposition. Et grâce à ça, on a la photographie de l'œuvre qui était présentée avec, vous avez un constat d'état en fait qui détaille les altérations qui ont été portées à l'œuvre. Donc des artistes cinétiques sont aussi présents, Agam, Liliane Lynn, Hans Walter Müller, Takis, Kowalski. Ce dernier représente la France à la Biennale de Venise en 1968 et il réalise l'aménagement de l'entrée de l'exposition.
À ces noms, il faut ajouter ceux inclassables de Tatsumi Kudo, Edmond Alleyn, Robert Malaval, Antonio Diaz, Piero Gelardi, Klaus Gessler, Paul van Herdonck, Roy Lichtenstein, Marcus Retz et Shintaki Tajiri. Il n'y a pas un art science-fiction comme il y a actuellement un art cinétique, avons-nous lu dans le préambule du catalogue. Et je ne pourrais qu'acquiescer à cette remarque. L'exposition ne tente pas en effet de démontrer que les artistes créent dans la mouvance d'un courant ou d'un groupe fictif. Mais alors pourquoi avoir rassemblé des œuvres qui, notons-le, sont toutes contemporaines de l'exposition ? Parce que, sans se réclamer d'un genre établi, toutes peuvent présenter avec l'ASF une parenté d'esprit, circonstancielle et ou momentanée, due à une inspiration, qu'on pourrait dire, issue de la conquête spatiale ou de son environnement technologique. S'il ne reste que très peu d'éléments concernant la muséographie, nous comprenons à la lecture de la correspondance échangée entre Zeman et Maté que le musée des arts décoratifs demande quelques ajustements à la reprise de la manifestation, dont une mise en espace soignée pour un public parisien, je cite, exigeant. Au mélange des arts déjà mentionnés s'ajoute une mise en scène qu'on suppose très animée et imagée. Dans la salle audiovisuelle, sont prévus des films, donc là vous avez le descriptif de ce qu'on trouve dans cette salle, sont prévus des films au plafond, des projections de diapositives, des projections de films de nouveau au plafond, des illuminations dans les vitrines. Une bande sonore nourrie des recommandations de Pierre Versin, et vous les lisez à l'écran, donc une bande sonore accompagne les oreilles des visiteurs, tandis que Zeman interroge dans un autre courrier, Zeman interroge Philips à la demande de Kowalski sur la faisabilité technique de son projet de changer les proportions de la salle avec l'aide de la matière plastique, entre parenthèses, cocon au pistolet. Son idée, l'idée de Kowalski, est d'incorporer dans le décor 5 appareils téléviseurs à circuit fermé qui reflèteraient les images de 5 salles. Vous voyez, voilà, les projets qui étaient ceux des concepteurs de l'exposition. Et on peut se dire que si la science-fiction fournit un matériel de premier choix pour les arts de l'imaginaire comme pour la création d'une expérience inédite dans les salles du musée, son catalogue s'adresse moins au sens du visiteur qu'à ses neurones. Ils sont publiés 7 articles écrits par Gérard Klein, Pierre Versin, Demettre Iokamidis, Pierre Coupry et Jacques Sadoul. Si les noms de Jacques Sadoul et Demettre Iokamidis sont familiers aux lecteurs de science-fiction, celui de Pierre Coupry l'est peut-être moins. Celui-ci, historien, spécialiste de Paris, participe à ce projet en qualité d'expert bande dessinée, après avoir œuvré pour sa reconnaissance institutionnelle en France, notamment par l'exposition Bande dessinée et figuration narrative, présentée également au Musée des Arts Décoratifs. L'ambition manifeste de ces textes, écrits par des autorités reconnues, est de légitimer la science-fiction par des analyses inscrivant la science-fiction dans l'histoire de la littérature, de la bande dessinée, des comics books, etc. Le dernier de ces textes, anonyme mais que l'on peut attribuer à Harald Zeman, vise même courageusement à définir la science-fiction. À cet article, il faut ajouter un tableau chronologique, bon, difficilement lisible à l'écran, mais vous voyez comment il s'organise. À ce texte, donc, il faut ajouter ce tableau, conçu par Pierre Versin à partir de 4 histoires du futur, celles d'Heinlein, Anderson, Blish et de Munt. Le tableau, qui fait partie des outils scientifiques indispensables à la pensée muséale, depuis celui tracé par Alfred Barr, directeur du MoMA, pour l'exposition Cubisme et Art abstrait en 1936, mêle ici les paramètres spatio-temporels sans limite et présente l'analyse du passé comme une anticipation du futur basée sur les ouvrages déjà mentionnés. L'exposition science-fiction est d'abord l'histoire d'une rencontre. Celle d'Harald Zeman, son commissaire, et de François Maté, conservateur au Musée des Arts Décoratifs. Harald Zeman est au moment de l'exposition le directeur de la Kunsthalle de Berne. Sa carrière débute une dizaine d'années plus tôt, en 1957.
le jeune Suisse, alors âgé de 22 ans, organise à Saint-Gall, en Suisse, sa première exposition consacrée aux peintres-poètes, poètes-peintres, démarquant déjà sa pratique des sujets classiques pour aborder les marges de la création. Il séjourne ensuite à Paris, où il étudie à l'Institut des Arts de l'Art, puis travaille à la Bibliothèque nationale, avant d'être nommé à la tête de la Kunsthalle en 1961. Sa programmation d'expo, originale et très dynamique, suscite la curiosité. Citons seulement l'exposition de la collection Hans Prinzhorn, constituée d'œuvres de malades mentaux en 1963, et l'emballage de la Kunsthalle par Christo et Jeanne-Claude en 1967-1968. L'année qui suit l'exposition qui nous intéresse, en 1969, Zeman présente une exposition intitulée « Quand les attitudes deviennent formes », avec 69 participants, dont Beuys, Pistoletto, Serra, Sarkis ou Wiener. Cette exposition devenue historique donne littéralement à voir des attitudes devenues formes, autrement dit une création contemporaine fondée sur l'adoption de postures, de matières ou de formes qui deviennent propres à chaque artiste. À la suite de cette manifestation, Zeman doit quitter son poste. Le public est désorienté par une exposition dont le propos est mal reçu, tandis que la puissance publique s'offusque d'une œuvre de Michael Heiser, Berne Dépression, qui consiste en la destruction du trottoir situé devant la Kunsthalle. La distance entre l'un et les autres devient irrémédiable et Harald Zeman quitte l'institution lorsque son projet d'exposition sur Joseph Beuys est rejeté. Il fonde alors l'Agence pour le travail spirituel à l'étranger au service d'une possible visualisation d'un musée des obsessions. Il s'explique. Parce qu'un musée des obsessions, on ne peut pas le faire, c'est un musée dans la tête. Zeman poursuit son activité en tant qu'entrepreneur, là où ses objets reçoivent un bon accueil. Il invente un nouveau travail, celui de commissaire indépendant, délivré des pesanteurs de l'administration, basé sur une intuition singulière, la confiance des artistes, la fluidité d'un réseau et la capacité à fournir des projets originaux. Suivent les expositions Happening et Fluxus, la Documenta de Cassel en 1972, Les machines célibataires, Quête pour une œuvre d'art total, qui toutes sont devenues des expositions historiques et qui marquent durablement l'art contemporain comme l'écriture encore récente de son histoire. Premier commissaire freelance, Zeman ouvre la voie d'une nouvelle génération. Oh, excusez-moi. Donc, Zeman ouvre la voie d'une nouvelle génération en signant ses manifestations comme auteur et surtout en imposant l'exposition non pas comme une exhibition d'objets possédés par l'élite, mais comme le médium privilégié d'une expérience éphémère. L'autre protagoniste principal de cette histoire est François Maté, que vous voyez au centre de la photographie. C'est le jeune homme discret avec les lunettes. François Maté, conservateur, fonctionnaire, agent du ministère des Affaires culturelles, n'en est pas moins à sa manière lui aussi un homme des marges et un innovateur. Il n'est pas issu comme nombre de ses confrères de la grande bourgeoisie parisienne, mais vient de la modeste campagne franc-comtoise. Son parcours est celui d'un autodidacte à l'esprit ouvert et libre. Nommé en 1955 à la tête du musée d'art décoratif, musée atypique par nature puisqu'associatif et soumis à des impératifs de gestion et de rentabilité encore inconnus des musées nationaux, Maté assure à son établissement la programmation d'art moderne et contemporain qui fait alors défaut au Musée national d'art moderne, situé à cette époque-là au Palais de Chaillot. C'est en effet au musée des arts décoratifs que sont présentées les expositions originales dédiées à l'objet, la robe de mariée, au bolide, à la voiture de course, à la problématique artiste-artisan, à l'affiche, comme les grandes expositions introspectives consacrées à Picasso, Léger, Chagall, Matisse ou encore Dubuffet. Maté réussit même le tour de force de susciter la générosité du Dubuffet en 1967, malgré sa répulsion pour le musée, puisque l'artiste fait don d'un ensemble unique de 150 œuvres issues de sa collection personnelle. Après l'exposition SF, François Maté est le commissaire à la Triennale de Milan, puis il crée le Centre de création industrielle, amené à rejoindre le Musée national d'art moderne
au futur Centre Georges Pompidou. En 1972, il contribue encore au futur établissement, Centre Pompidou, par la grande exposition 12 ans d'art contemporain en France, 1960-1972, qui se solde par un scandale et par un semi-échec. Sa carrière se poursuit toutefois au Musée des Arts Décoratifs, qu'il quitte en 1985 après avoir organisé plus de 300 expositions qui auront vraiment marqué leur époque. Le projet de ce duo vraiment hors norme est présenté à Paris pendant l'hiver 1967-1968. Au même moment, le visiteur a le choix avec d'autres expositions. Je cite « L'art russe des sites à nos jours, trésor des musées soviétiques, Ingres, 20 ans d'acquisition au musée du Louvre, Rodin collectionneur, dessin napolitain au cabinet des dessins du musée du Louvre, Van Dongen. » Autant dire que l'offre des musées phares de la capitale est très classique et axée sur des sujets érudits en comparaison de celle du musée des arts décoratifs. L'exposition SF résonne en revanche mieux avec l'époque et la fascination pour la conquête spatiale qui oppose les deux blocs pendant la guerre froide. Pour le programme cinématographique, François Maté écrit même aux ambassades des deux pays pour obtenir des films à présenter sur leurs programmes spatiaux, tant leur iconographie irrigue la création contemporaine. Donc là, vous avez les courriers signés par François Maté et adressés aux ambassades de l'URSS et de l'ambassade des États-Unis. L'exposition ouvre le 28 novembre 1967. Quelle est sa réception par la presse ? Je cite deux articles ou extraits. Connaissance des arts. Science-fiction. Tableaux, sculptures, cinéma, musique, 4000 documents évoquent avec autant d'humour que d'intérêt les étapes d'une fiction souvent délirante. La Gazette des Beaux-Arts, qui est un des bastions du classicisme. Selon Jean-Pierre Crépel, donc étonnamment il cite François du 2 décembre, selon Jean-Pierre Crépel, le musée des arts décoratifs est devenu le paradis des robots, des soucoupes volantes, des fœtus dans des bulles de plastique et des machines à remonter le temps. Vous mettez les misérables à un bout et vous obtenez à l'autre le Père Hugo, complet avec la barbe. Cette exposition présentée cet été à Berne rappelle d'abord que la science-fiction est vieille comme le monde historique tout au moins, puisque sa première manifestation